Pour moi, m'engager auprès d'Endozen donne du sens à mon parcours de vie parce que je pense qu'ensemble on va plus loin, on est plus fort, qu'une maladie chronique c'est pas une fin en soi, qu'on peut faire plein de choses et qu'il est vraiment primordial de prendre en charge rapidement le syndrome douloureux chronique pour accompagner les patientes à mieux vivre avec leur maladie. Avec ma pause à moi et infirmier reporter, nous nous sommes rendus au stade Sabaté de Montpellier, qui accueillait la rencontre entre Montpellier Rugby féminin et Lons section paloise. Ce match était plus qu'un simple rendez-vous sportif, car il était dédié à la sensibilisation à l'endométriose, avec la présence de nombreuses associations, dont Endozen, que nous venons de rejoindre. L'occasion pour notre fille qui nous accompagnait, Laurent et moi-même, d'aborder le sujet avec des angles multiples, grâce à Marie Pacholec et Eve Benassouli d'Endozen, mais aussi Juliette Bijon, étudiante sage-femme en 4e année, représentant la Corporation nîmoise des étudiantes sages-femmes. Entouré par de nombreux médecins spécialisés, parmi lesquels le docteur Jean-Yves Bijon, anesthésiste réanimateur, le professeur Hervé Deschaux, gynécologue obstétricien, le docteur Olivier Serre-Cousinet, radiologue interventionnel, le docteur Antoine Fex, chirurgien urologue et sexologue, et enfin le docteur Pierre Sénès, gastro-entérologue. Alors, on a eu un petit peu de vent, mais on a fait de belles rencontres. Promis, au niveau du son, on fera mieux la prochaine fois. C'est quand même mieux. Bonjour Marie. Bonjour. Qu'est-ce que c'est Endozen ? Alors Endozen, c'est une association qui regroupe différents types de praticiens. Le but est vraiment de mettre en relation des patientes, donc les adhérentes, avec des professionnels de santé pour une prise en charge globale de la maladie. On présente, on va dire, un panel assez large de soins, qu'on peut appeler des soins de support, des soins d'accompagnement. Avant de pouvoir être inscrit et de faire partie de l'association en tant que praticien ou professionnel de santé ou paramédical, il faut avoir suivi une formation pour connaître ce qu'est l'endométriose, les impacts qu'elle a, les conséquences, comment elle fonctionne, d'avoir vraiment des connaissances médicales sur cette maladie. C'est une association à but intégratif, vraiment pour une prise en charge globale de la maladie chronique parce que les patientes souvent se perdent dans la douleur en fait et ne savent plus en fait à quel sein se vouer. Est-ce que je fais de l'hypnose? Est-ce que je fais du yoga? Est-ce que je fais de la relaxation? Est-ce que je fais de la sophrologie? Ça fait beaucoup de choses. Donc le but c'est aussi de proposer des tarifs solidaires. Chaque praticien va proposer un tarif solidaire aux patientes qui sont adhérentes de l'association. Et on propose également des ateliers de groupe pour les découvertes, pour découvrir telle pratique, pour qu'ensuite les patientes puissent un petit peu mieux s'orienter, mieux être accompagnées, mieux être guidées dans leur choix d'accompagnement thérapeutique. Pourquoi nous sommes ici, un dimanche, dans un stade de rugby ? Alors aujourd'hui, on est ici, Endozen et tous ces bénévoles, parce qu'on pense vraiment que l'endométriose est une pathologie qui touche tout le monde. Les sportifs de haut niveau ne sont pas exempts de maladies chroniques et de pathologies chroniques. On est ici pour sensibiliser le plus de personnes possible à l'endométriose, à ce qu'est cette maladie, comment on peut accompagner au quotidien les personnes atteintes d'endométriose dans leur quotidien, avec plein de techniques différentes, dans le mouvement, dans les approches corporelles, dans l'ostéopathie, dans la somatopathie, etc. Et de leur permettre de vivre au mieux avec cette maladie-là. Quels impacts elle a sur la vie des femmes, sur la vie de leur environnement, sur la vie de leur entourage, puisque quand on est atteint d'une maladie chronique comme l'endométriose, il n'y a pas que sa vie physique qui est impactée par la maladie, il y a sa vie professionnelle, sociale, émotionnelle, relationnelle. Ça se matérialise comment ? Alors, elles prennent contact avec Endozen. Alors souvent, soit elles en ont entendu parler par les réseaux sociaux, soit elles en ont entendu parler aussi par le CHU, par le programme de TP. Et du coup, elles nous contactent. Souvent, on se rend compte que les patientes, elles ont un vrai besoin et en même temps, elles sont un petit peu en retrait. Elles ont un petit peu du mal à verbaliser leurs besoins, à les identifier. Donc le but, c'est qu'il y ait déjà un échange, souvent par mail et par téléphone si la personne le souhaite, pour pouvoir identifier ses besoins, ses ressources et voir ce qu'on peut lui proposer. Et elles ont une formation de base pour déjà connaître le plus de détails possible sur la maladie, ce qui est faisable, les approches, les diagnostics possibles et tout ce qu'amène l'association, c'est-à-dire un espace d'écoute sur des salons où elles peuvent discuter entre elles,
tous les ateliers qui sont dispo pour elle, dans tout plein de thématiques différentes, que ce soit dans le mouvement, que ce soit dans l'émotionnel, que ce soit dans les groupes de parole, etc. Pour qu'elle puisse se sentir soutenue, entendue, écoutée et encadrée dans ce qu'elles sont en train de vivre. L'endozène, c'est aussi mettre en relation ses pairs. Voilà, et rencontrer d'autres patientes. Ça fait partie en fait, du processus d'acceptation d'une maladie chronique. De parler avec des gens qui vivent la même chose que nous, qui ressentent la même chose que nous. On est tous certes uniques, on a un parcours individuel, mais on se retrouve et ça fait du bien. L'idée, ce serait aussi de créer un réseau important et que tout le monde puisse discuter entre eux et discuter entre eux et puis remettre de la fluidité dans la communication entre les disciplines aussi. C'est-à-dire toutes les approches de base qu'il peut y avoir d'ostéopathie, d'activité physique adaptée, de yoga, d'hypnothérapie, de psychothérapie, avec le lien avec les gynécologues, avec les radiologues qui sont spécialisés là-dedans, et puis de créer comme ça du lien entre les différents étages pour qu'il y ait une vraie cohésion. Professionnel adapté. Oui, c'est ça. Comment je fais pour avoir un professionnel de santé qui puisse répondre à mes questions quand je ne sais pas vers qui m'orienter? Alors endozène, à ce niveau-là, il peut vous orienter. On va dire qu'il a des noms de professionnels de santé en capacité de vous aider dans le diagnostic de votre pathologie ou non, endométriose ou non, parce qu'il y a des fois on pense que c'est de l'endométriose et ça n'en est peut-être pas. Nous, on vous orientera, on vous donnera le nom d'un professionnel de santé et ne pas hésiter à prendre rendez-vous sur Doctolib, même si le délai d'attente vous paraît long, parce qu'il y a très souvent des désistements. Donc vous savez, sur Doctolib, vous pouvez mettre alerter si un rendez-vous se libère plus tôt, et très souvent il y a des désistements, et voilà. Et ensuite, le professionnel de santé sera vous accompagner dans les examens à prescrire. Voilà. Nous, ensuite, on passe le relais. Là, il y a un grand besoin d'information, c'est-à-dire qu'avant l'endométriose, on n'en parlait pas beaucoup. Là, depuis plus d'une dizaine d'années, ça commence à se médiatiser, on commence à en parler. Mais du coup, il y a plus d'informations, mais il y a aussi beaucoup plus de désinformation en même temps. Et l'idée, c'est aussi de créer un entonnoir d'informations un peu plus précis pour les accompagner dans toutes ces démarches-là. Par exemple, une maman qui se pose des questions parce que sa fille ne va pas bien, se plaint régulièrement au point qu'elle n'a pas d'explication et que ça la met dans un état au point de ne pas pouvoir être scolarisée. Le médecin traitant lui donne, on va dire, quelque chose qui permet d'apaiser, mais ça n'y fait rien. Endozène, du coup, peut, par le biais de ses professionnels, apporter justement une solution de confort, de thérapeutique. Oui, c'est ça. Mais c'est exactement ce qui s'est passé tout à l'heure. C'est une grand-mère et un grand-père qui sont venus tout à l'heure et qui sont venus se renseigner pour leur petite fille qui est au lycée et du coup qui a été voir le médecin traitant et qui l'a mis sous pilule et c'est tout. Et du coup, il voit bien que le traitement hormonal là, qui est proposé ne suffit pas et n'apporte pas d'amélioration. Et du coup, il cherche d'autres solutions. Donc, qu'elle puisse s'entourer de personnes qui sont formées à cette pathologie-là et qui peuvent lui apporter un maximum de réponses dans ce qu'elle est en train de rechercher. Pourquoi est-ce que vous êtes venu ici aujourd'hui à poser des questions en endozène? Parce qu'une de mes proches a été diagnostiquée d'adénomiose. Et c'était quelque chose d'assez léger, on va dire. Donc au début, il n'y a pas eu de problème, mais ces symptômes ont évolué et c'est devenu très handicapant pour elle à certains moments du mois. Et au-delà du handicap occasionné par les douleurs, c'est devenu angoissant pour elle, voire très angoissant. Et c'est là où on a eu besoin d'aller chercher de l'information. J'ai vraiment eu envie de venir ici pour en savoir plus sur cette pathologie. Du coup, vous en ressortez contente? Vous avez eu les informations? Oui, parce qu'on a pu avoir des informations assez généralistes sur l'adénomiose, l'endométriose, et également connaissance d'expériences d'autres femmes, de savoir qu'est-ce qu'elles vivent au quotidien pour certaines, et surtout avoir une vue sur des professionnels de santé, donc médicaux et paramédicaux, qui sont sensibilisés, informés, formés sur la lutte contre cette pathologie. Et donc du coup, c'est rassurant pour nous de savoir qu'à Montpellier, il y a tout un tissu de professionnels qui peuvent nous venir en aide en fait. Et ce qui était chouette, c'est de découvrir les activités d'endozène
qui ont travaillé il y a déjà quelques années et dont on peut bénéficier de toute cette connaissance empirique, de toute leur expérience. Et grâce à ça, nous, on va être rassurés, on va aller plus vite dans nos démarches, dans notre parcours de soins. Donc voilà, c'est quelque chose vraiment porteur pour nous, rassurant et porteur. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Donc, je suis Fleur Four, ma pose à moi. Je fais de la prévention santé par le massage personnalisé. Et je fais l'accompagnement des symptômes prémenstruels et l'endométriose. Donc soins de confort en complément des psychologues, ostéos, kinés. J'oriente vers les spécialistes et les professionnels de santé adaptés. Et vous? Alors moi je suis Juliette Bijon, étudiante sage-femme en 4e année à la faculté de médecine de Nîmes. Aujourd'hui je représente mon association étudiante, la Corporation Nîmoise des étudiantes sages-femmes. On est venu tenir un stand sur la sensibilisation du rôle de la sage-femme dans le cadre de l'endométriose et du suivi de manière générale, du suivi gynécologique. Expliquer à quoi sert une sage-femme finalement dans la vie gynécologique d'une femme, quel est notre rôle et pourquoi est-ce qu'on peut venir consulter une sage-femme. Par exemple, une patiente qui n'a pas forcément envie d'être consultée par son médecin traitant et qui ne trouve pas de gynéco. Moi, mon constat, beaucoup de femmes ne consultent plus et ne savent pas que les sages-femmes font des consultations gynéco. Et voilà. Donc, comment on fait? Là est tout le but de notre présence, dire qu'en effet un suivi gynécologique annuel peut être effectué par une sage-femme, un suivi de la contraception, un suivi dépister quelques symptômes qui peuvent être là, dans le cas de l'endométriose par exemple, des troubles au niveau des douleurs lors des rapports sexuels ou des douleurs de règles très importantes, ou tous d'autres petits symptômes qui vont nous orienter vers du coup la symptomatologie d'une maladie comme l'endométriose. Mais ça peut être tout un panel différent, ça peut parler de sexologie, ça peut parler de tout plein de choses et également le suivi annuel pour tout ce qui est dépistage du cancer du sein, dépistage du cancer de col de l'utérus, pour les frottis cervico-vaginaux. En fait, on a tout un panel de choix qui, à partir de la puberté jusqu'à la ménopause et même après dans certaines pathologies, où la sage-femme peut rentrer en compte dans la prise en charge. Donc, on n'a pas besoin nécessairement, en tant que jeune fille, d'avoir eu des rapports si on a besoin d'être accompagné sur des douleurs très intenses, invalidantes, qui nous empêchent de suivre nos activités du quotidien. On peut avoir un accompagnement par une sage-femme. Tout à fait. Une jeune fille qui n'a pas de rapport sexuel ou n'importe. Une femme qui n'a pas de rapport sexuel ou même des rapports du coup homosexuels par exemple pourrait aller voir sa sage-femme pour expliquer qu'elle a des douleurs au niveau de règles trop dérangeantes dans sa vie et dans sa vie personnelle et aller voir une sage-femme qui pourra la prendre en charge correctement ou la rediriger. On a aussi ce rôle de rediriger si ce n'est plus dans notre champ de compétences, d'avoir un contact et c'est un travail vachement en réseau avec des professionnels de santé ou des professionnels comme du coup par exemple des sexothérapeutes, des nutritionnistes, tout un champ de professionnels. Voilà. Je suis le docteur Jean-Yves Bijon, je suis un anesthésiste réanimateur et j'exerce dans une clinique privée, la clinique du Millénaire à Montpellier. Nous prenons en charge la maladie de l'endométriose lorsqu'elle arrive à un point de sévérité et de gravité qui nécessite des interventions lourdes, qui vont faire appel à des chirurgies invalidantes, urologie, gastro-entérologie, chirurgie viscérale, et des soins de réanimation. Ces personnes qui ont un trajet, souvent un parcours assez difficile parce qu'elles ont souvent été un peu ignorées dans le diagnostic, retardées dans la prise en charge. En fait, quand elles rencontrent enfin la possibilité d'être prises en charge, quelquefois il est déjà bien tard et la maladie a fait quand même pas mal de dégâts au niveau du périnée et au niveau de l'abdomen. Nous, notre rôle, c'est d'arriver à rassurer ces personnes, à les prendre en charge pour qu'elles soient le plus confortables possible, à les encourager pour essayer de surmonter ces chirurgies qui peuvent être assez difficiles à vivre. Et on est ravis de pouvoir fournir une aide aussi bien sur le contrôle de la douleur et la réanimation pour la remise en mouvement de ces personnes le plus rapidement possible. Et donc ça nécessite un service de réanimation, un service de soins continus et puis une prise en charge de la douleur. Et on les reçoit en consultation, on leur explique la prise en charge de l'équipe et les méthodes qu'on va leur proposer pour être le plus sécure et le plus
le plus confortable possible afin que cette chirurgie soit vécue le mieux possible. Comme il y a des endométrioses multiples et diverses, dans votre accompagnement assez protocolisé, Oui. est-ce que vous adaptez quand même à l'individu, à cette personne La prise en charge de ces personnes, elle est individualisée forcément, puisqu'on les reçoit en consultation. Donc on a déjà un aperçu de la personnalité et puis du vécu de cette personne. Donc on essaie de répondre à cela le mieux possible. Notre souci, c'est qu'on reste quand même des techniciens et on doit être assez strict sur la prise en charge technique de ces patients parce qu'il y a des impératifs digestifs, respiratoires, urologiques qu'on ne peut pas contourner. Mais on essaie toujours d'avoir une approche le plus personnalisée possible, notamment grâce à l'hypnose. Et on essaie justement d'établir un lien pour rassurer les patients. Qu'est-ce qu'on peut proposer aux infirmiers et aux infirmières qui sont au contact du grand public tous les jours pour détecter des douleurs qui pourraient laisser penser qu'il faudrait orienter vers un diagnostic? Alors moi je pense que déjà, il faut faire comme Juliette, il faut éduquer les gens. L'endométriose, c'est une maladie qui n'est pas connue, qui est souvent, même par la profession médicale, qui est un peu snobée ou qui est un peu ignorée ou prise à la légère. Donc il y a un gros travail d'éducation, il y a un gros travail de démocratisation de la connaissance de l'endométriose et des signes qui permettent à la jeune femme ou à la femme de comprendre que peut-être elle a cette maladie-là. Donc il y a une éducation dans le grand public à faire. Et je pense que pour les infirmières qui accompagnent les patients au jour le jour, les infirmières des urgences, les sages-femmes, effectivement, il faut leur apprendre à ces quelques signes qui vont permettre de mettre la puce à l'oreille, de se dire il faut que j'oriente cette femme vers une sage-femme, qu'il faut que je l'oriente vers un gynécologue pour effectivement faire des tests et s'assurer qu'elle n'est pas porteuse de cette maladie et qu'on puisse la soigner rapidement par des moyens simples au début, avant de passer à des choses trop lourdes. Donc il y a un énorme travail de prévention et de dépistage, je pense. J'ai eu le plaisir aujourd'hui de rencontrer l'association Endozen et je suis assez enthousiaste pour essayer de faire entrer les praticiennes qui forment le groupe de Endozen dans ma clinique afin de leur faire rencontrer notre infirmière douleur, la cadre de service du service où elles sont accueillies, afin d'essayer de leur proposer un accompagnement, essayer de leur fournir des armes, des outils pour qu'elles puissent surmonter cette épreuve difficile. Et c'est une belle rencontre. Bon, moi, je m'appelle Hervé Deschaux, donc je suis gynécologue obstétricienne de formation. J'ai travaillé pendant longtemps en secteur public à l'hôpital de Montpellier. Et depuis 10 ans, donc, je suis installé en secteur libéral, toujours sur Montpellier. L'endométriose, pour ne parler que d'elle, je m'en occupe réellement depuis 1995-1996. Donc je ne fais pas que ça, mais c'est vraiment, j'allais dire, ma surspécialité. Donc actuellement, je travaille donc avec l'équipe de la clinique Saint-Roch et de la clinique du Millénaire sur les prises en charge chirurgicales de l'endométriose et bien évidemment en consultation sur le côté médical, gestion de la douleur, etc. Et avec une autre particularité, c'est que j'ai été aussi formé dans tout ce qui est médecine de la reproduction. Et donc je m'occupe aussi de la partie infertilité de l'endométriose. Est-ce qu'on peut dire que la chirurgie, c'est vraiment le dernier recours? Qu'il y a plein de choses à faire avant d'en arriver là, ou en fait c'est inéluctable? Ah non, c'est pas du tout inéluctable. Il y a des patientes qui ont de l'endométriose et qui ne seront strictement jamais opérées. Rien n'est écrit à l'avance dans l'endométriose. Ça, je crois que c'est un message qu'il faut faire passer, parce qu'il y a trop d'idées préconçues. J'ai de l'endométriose, donc j'aurai mal toute ma vie. J'ai de l'endométriose, donc je serai infertile. J'ai de l'endométriose, donc je serai opéré. Non, rien n'est vrai de tout ça. Alors après, bien évidemment, au cas par cas, les protocoles de prise en charge sont adaptés à chaque personne, mais il n'y a rien de défini à l'avance. C'est des patientes qui viennent spontanément vers vous, qui passent par des associations. Comment se passe la prise en charge? C'est-à-dire que je travaille dans un groupe où on est une dizaine de gynécologues obstétriciens, avec chacun de ces gynécologues des spécificités de prise en charge.
Donc lorsqu'une patiente vient prendre spontanément rendez-vous de consultation, la question que la secrétaire lui pose, c'est quel est le motif ? De façon effectivement à ce qu'une patiente ne voit pas 3 de mes collègues avant d'arriver pour le motif endométriose. Ça, c'est le premier point. Ensuite, de plus en plus, et ça c'est le poids des associations qui commence à vraiment se faire sentir, de plus en plus, effectivement, les associations ont des relais sur lesquels ils se permettent de conseiller, on ne vous oblige pas, mais de conseiller tel ou tel praticien en fonction des doléances des patientes. Et puis après, il y a beaucoup le bouche à oreille. C'est-à-dire que malheureusement, l'endométriose est une maladie quand même très fréquente. On connaît presque tous dans notre entourage une patiente, une connaissance qui a eu de l'endométriose et qui dit « Ah ben moi j'ai été voir tel médecin, je te le recommande » ou au contraire « Je te le recommande pas hein, », bien sûr. Et donc voilà, donc les portes d'entrée, c'est le spontané. La grande majorité, c'est via les associations. Et l'autre grande majorité, c'est le bouche à oreille. Une autre question concernant la prise en charge des adolescentes. Une maman qui vient avec une jeune ado qui est prise de douleur au point d'être invalidante. Comment la prise en charge se fait à votre niveau ? Déjà, ce qu'il faut dire à ce niveau-là, c'est qu'il faut jamais laisser une femme, quel que soit son âge, et en particulier si elle est jeune, s'enfermer dans de la douleur. Ce que je dis là est vrai pour l'endométriose, c'est vrai pour toutes les douleurs chroniques, hein, bien évidemment. Mais on sait maintenant, et ça c'est clairement démontré, que plus on attend pour prendre en charge ces personnes-là, plus c'est compliqué de les faire sortir. C'est maintenant qu'il y a des phénomènes de sensibilisation au niveau du cerveau qui, si on laisse la douleur s'installer, sont très difficiles à faire disparaître, voire impossibles. Donc la première chose à dire, le maître mot de tout ça, c'est ne jamais laisser s'enfermer quelqu'un dans la douleur. Donc ça veut dire en pratique qu'une ado qui a mal, il faut d'une part qu'elle ose en parler, parce que ça c'est pas toujours évident, et d'autre part que la personne qui est à l'écoute de cet ado soit réactive. C'est-à-dire il faut arrêter, et malheureusement il y a encore des médecins qui disent qu'avoir mal chez une femme c'est normal, donc ça il faut arrêter de dire ce genre de choses. Il faut commencer par les méthodes les plus simples. Si les méthodes les plus simples permettent de gérer et de retrouver une qualité de vie normale, très bien. Si ce n'est pas le cas, ensuite il faut pousser un petit peu plus loin les investigations par de l'imagerie, savoir s'il y a des facteurs de risque pour expliquer les douleurs ou pas. Et à un stade encore un petit peu plus loin, si on n'est toujours pas dans une prise en charge qui donne satisfaction, se poser la question après du recours aux traitements hormonaux, type pilule, puisque c'est ceux qui, dans la plupart du cas, va quand même améliorer nettement la qualité de vie. Voilà. Et le diagnostic d'endométriose vient rarement avec une certitude à l'adolescence. Quand vous faites de l'imagerie à l'adolescence, heureusement cette imagerie est 99 fois sur 100 strictement normale. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une endométriose sous-jacente. La seule chose, c'est qu'il faut lui redonner une qualité de vie normale, la rassurer quant à son avenir, parce qu'on retombe dans ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Ah, mon médecin m'a parlé d'endométriose, donc je vais avoir des difficultés pour être enceinte lorsque l'occasion se présentera. Je vais avoir mal toute ma vie, je vais être obligé de prendre la pilule toute ma vie, et puis un jour, il faudra qu'on m'opère. Non, tout ça, il faut rassurer ces jeunes filles et leur montrer un avenir un peu plus serein que ce qu'elles ont dans la tête. Donc elles pourront repartir à l'école, avoir leurs activités du quotidien avec un meilleur confort. Le but, c'est redonner une qualité de vie normale. Et la qualité de vie, c'est pas que la douleur, moi c'est ce que je leur explique. Hein. La qualité de vie, c'est votre quotidien. La douleur, ça fait partie des éléments, mais il n'y a pas que ça. Si vous avez une qualité de vie avec peu de douleur, mais que vous êtes absente du collège 2 jours par mois, c'est pas une bonne qualité de vie. Si vous gérez vos week-ends avec les copines en fonction du fait que vous ayez les règles ou pas, c'est pas une bonne qualité de vie. C'est ce que nous on appelle des conduites d'évitement, c'est-à-dire que les gens adaptent leur vie à leur santé.
Et donc ça, c'est de l'altération de la qualité de vie. La vie normale, c'est, tiens, ce week-end, j'ai une réunion là, au stade Sabaté, j'y vais, et je réfléchis pas si je vais avoir mes règles et pas être bien de rester debout ou quoi que ce soit. Voilà, donc c'est vraiment ça. Ça, il faut vraiment leur expliquer. Je crois que c'est important. Et surtout, les sortir de l'image un peu noire de la pathologie. Je suis spécialisée parce que je me suis rendu compte que beaucoup de gens n'allaient pas forcément chez le psychologue, n'allaient pas avoir de temps, faisaient de l'automédication, ne prenaient pas soin d'eux. Et souvent, ils me posent la question quand je les masse. J'ai mal là, j'ai ceci, j'ai cela, mais qui je pourrais aller voir? C'est ce qui m'anime et ce qui fait que je travaille au quotidien là-dessus. Ouais. Donc, docteur Olivier Serre-Cousinet, je suis radiologue interventionnel et je m'occupe essentiellement des femmes puisque nous avons des outils assez performants pour faire des diagnostics et aussi traiter, prendre en charge avec nos confrères gynécologues et d'autres spécialistes, médicaux ou non médicaux, toutes les pathologies de la femme. La première chose, déjà avant de parler d'examen, c'est d'écouter les patientes ou que les patientes puissent joindre un professionnel ou des gens qui sont compétents dans ce domaine. L'avantage en radiologie, c'est qu'on a des examens qui ne sont pas agressifs, en particulier, je pense à l'IRM pour l'endométriose. Mais moi, je voudrais d'emblée souligner que ça va beaucoup plus loin que ça parce que on parle d'endométriose, mais en fait, il faudrait parler plus généralement de toutes les pathologies de la femme, de l'âge de ses premières règles jusqu'à la ménopause. Elle a des cycles, elle va avoir ou non des enfants. Et en fait, il y a tout un tas de pathologies qui sont fréquentes et bénignes, comme l'endométriose, bien sûr, mais c'est pas parce qu'il y a de l'endométriose qu'il n'y a pas d'autres pathologies. Et souvent, dans le cadre de mon expertise professionnelle, on diagnostique souvent plusieurs pathologies et on va être amené à faire plusieurs traitements, donc plusieurs petites batailles pour essayer de gagner la guerre de la douleur ou des problèmes de ces femmes. C'est la première fois qu'on nous en parle, mais effectivement, à chaque fois, on pose la question de l'endométriose, mais on peut effectivement se retrouver avec beaucoup plus que ça. Moi, je travaille avec des gynécologues qui prennent les femmes en charge pour l'endométriose, qui les soignent, et comme elles ont toujours mal, elles m'envoient les patientes. Et moi, je diagnostique et on trouve d'autres pathologies. Souvent, une femme n'a pas une pathologie, elle en a plutôt 2 ou 3, malheureusement, puisque l'endométriose, c'est à peu près 10% des patientes. Mais par exemple, les varices pelviennes, ça peut toucher jusqu'à 40% des patientes qui ont 2 enfants. Les fibromes utérins toucheront une patiente sur 2 et l'adénomiose, qui est l'endométriose de l'utérus, une patiente sur 5. Donc, il faut vraiment prendre les femmes dans la globalité et ne pas s'arrêter au premier diagnostic, ce qui serait, à mon avis, une erreur. C'est ce qui s'est passé pour toi, finalement. C'est ça. C'est mon cas. J'ai été suivie pendant de nombreuses années, on ne trouvait pas. Et c'est à la suite d'un IRM qu'on a détecté l'adénomiose, qu'on a essayé de traiter par médicaments, par traitement cachet, qui n'y faisait rien. On a essayé plusieurs protocoles, ça ne fonctionnait pas. Et puis à l'issue, c'était l'hystérectomie. Voilà. Donc oui, si... Vous avez eu une hystérectomie ? Oui, tout à fait. Au CHU de Montpellier, et ça a été fait par le docteur Gauthier Rata. D'accord. Voilà, donc en 2015. Voilà, c'est ça. Moi, je pense qu'on est vraiment sur le début, grâce aux associations de patientes qui sont essentielles, qui permettent de poser la problématique et la réalité des patientes et quotidiennes. Ils aident en fait les médecins à travailler ensemble, les différents spécialistes, qui n'est pas toujours une évidence pour tous, et à prendre ces femmes en charge dans la globalité, mais pas seulement la globalité de leur corps, mais de leur âme et de leur histoire de vie. Parce que moi, je vois régulièrement, par exemple, des jeunes femmes qui sont encore mineures, qui n'ont pas eu de vie amoureuse, qui ont déjà mal depuis leurs premières règles, qui ont des vies vraiment problématiques. Et c'est vraiment des prises en charge globales, longues, et aussi bien sur le côté physique, sur le corps, que sur l'âme. Parce que même si on va plus loin, on décrit aujourd'hui les femmes qui ont eu mal très longtemps, par exemple, leur corps va garder une mémoire et leur cerveau va garder une mémoire de cette sensibilisation. Donc alors qu'elles sont traitées, elles ont encore des douleurs qui sont apprises dans le cerveau. Et c'est là que d'autres thérapeutiques, des prises en charge psychologiques, des prises en charge corporelles, enfin différentes, je connais pas tout, mais différentes stratégies vont pouvoir aider. Donc un accompagnement beaucoup plus global et sur le temps. Ah oui, vraiment, vraiment. Et puis accepter qu'à un moment, on a fait tout ce qu'il fallait,
confier à un autre spécialiste, confier à un autre professionnel. Et voilà, que ce soit massage, sophrologie, il y a plein de... Hypnose, yoga. Voilà, c'est ça, yoga. Il y a plein d'adjuvants qui sont Des soins de confort. essentiels, puisque chacun étant unique. Et par rapport à cette journée, par exemple, le fait voilà, de soutenir des associations comme Endo-France, Endozen, c'est quand même important d'aller à la rencontre du public. Quand une femme commence à souffrir, qu'elle a des douleurs, et le moment où le diagnostic est posé et où les premiers traitements sont commencés, ça dure environ 8 ans. Donc pendant 8 ans, vous avez des femmes, on leur dit non, vous n'avez pas mal, ou c'est normal d'avoir mal, ou c'est dans votre tête. C'est que ces femmes, non seulement elles souffrent, mais elles ont la double peine parce on va leur remettre la responsabilité sur elles. Et moi régulièrement, alors je suis qu'un radiologue interventionnel, j'ai des femmes qui s'effondrent en larmes dans mon cabinet parce que lors de la consultation, je me dis enfin c'est la première fois qu'on m'écoute, c'est la première fois qu'on me donne des hypothèses, des explications pour mes douleurs, et c'est la première fois qu'on me propose certaines thérapies. Je veux dire qu'un peu, s'il n'y a pas ce jugement de valeur en consultation, et souvent on est confronté à ça face à le côté désarmé des professionnels de santé ou méconnaissance, ou parce qu'ils n'ont pas de solution à ce moment-là. Mais des fois, elles en sortent de là, mais justement, comme vous dites, la double peine, cette culpabilité, qu'est-ce que j'ai fait qui fait que ça cloche chez moi. Un médecin peut ne pas avoir une réponse, on a le droit, on n'est pas obligé de tout savoir, mais il faut connaître un autre médecin, demander d'autres avis, d'autres circuits, parce que fois je forme, j'ai des jeunes internes, des vieux internes qui viennent travailler, ils viennent avec moi à la consultation parce qu'ils ont envie, et je leur dis toujours la seule phrase qu'il faut qu'ils retiennent, c'est que le patient a toujours raison. Si on écoute le patient, il a raison, parce qu'il a raison, il a mal, il va vous expliquer, c'est lui qui va vous orienter. Ne le coupez pas, écoutez-le, éventuellement orientez un petit peu s'il se perd dans ses descriptions, mais je veux dire, il faut que les patients comprennent, et surtout les femmes, que leur pathologie, ça leur appartient, c'est pathologies de femmes. Et si les hommes n'ont pas ces pathologies, c'est pas une raison pour pas qu'ils les écoutent, pour pas qu'ils les comprennent, pour pas qu'ils aient d'empathie. Et heureusement, la parole se libère. Voilà, la parole se libère et voilà. Docteur Antoine Fex, chirurgien urologue et sexologue à Montpellier et vice-président de l'Association française d'urologie. Alors, je me présente Fleur Four, je suis praticienne de massage bien-être. J'intègre aussi l'association Endozen, puisque moi-même étant concernée. Et l'idée, c'est de pouvoir savoir, en fait, quels sont les acteurs existants autour de cette maladie, comment elle peut être prise en charge à des niveaux différents. Donc on voit beaucoup de couples où l'homme a éventuellement des soucis de fertilité et où la femme a une endométriose, que c'est une cause d'infertilité. Donc ça, c'est une des premières raisons que je peux voir des femmes qui ont des soucis d'endométriose. Puis la deuxième, c'est des femmes qui me rapportent leurs problèmes de sexualité. Elles n'en ont pas forcément parlé avec leur partenaire, avec leur mari. Elles n'en ont pas forcément parlé avec le gynécologue. Elles n'ont pas forcément parlé avec tous les professionnels de santé parce que quelque part, des fois, les problèmes de toutes ces maladies chroniques, c'est que notamment la douleur, qui est quelque chose qui est au premier plan, est tellement envahissant que finalement on finit par mettre de côté quelque chose qui est essentiel dans la vie de tout être humain, évidemment d'une femme, c'est son intimité, sa sexualité. Quel type de thérapeutique est-ce que vous utilisez ? Je crois que la première thérapeutique, c'est de parler. C'est d'oser en parler avec les femmes et que ça soit pas un tabou. C'est tellement lourd sous ces maladies chroniques. Ça prend déjà tellement de temps de parler des différents traitements, de ce qu'on va faire, des examens cliniques, que finalement, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes de consultation avec un gynécologue ou un autre spécialiste, si on rajoute le temps éventuellement pour parler de sexualité, eh ben, ça va être difficile. Il faut des consultations presque dédiées pour ça, pour la sexualité, c'est-à-dire... déjà, le fait de dire c'est normal si le fait d'avoir mal, eh bien, on a moins envie d'avoir de rapport sexuel. C'est logique, la douleur, quelle qu'elle soit, c'est un couple libido. Et puis après, il y a la douleur génitale, il y a la dyspareunie. La dyspareunie, c'est la douleur spécifique pendant les rapports sexuels. Ces douleurs,
On le dit, le gynécologue très souvent le remarque, et le but des gynécologues qui sont spécialisés dans l'endométriose, c'est de se dire, si j'arrive à traiter l'endométriose, j'arriverai à traiter la douleur, et si cette femme a moins mal, eh bien, elle améliorera sa sexualité. Premier point, c'est d'en parler, parce que le simple fait de parler, de pouvoir exprimer la souffrance qu'on a par rapport à ça, c'est déjà un premier pas, le fait d'être écouté sur cet aspect-là, et pas uniquement sur des aspects médicaux, sur un scanner, une IRM, un examen gynécologique. C'est vraiment parler. Ensuite, il y a la prise en charge spécifique de la douleur, on l'a dit. Et puis ensuite, il faut s'adapter au handicap. On a un handicap quand on est douloureux, on a un handicap quand on a une endométriose. Donc la sexualité doit être forcément un petit peu différente et adaptée. Alors des fois, il y a des choses très simples, c'est du simple coaching, c'est pas forcément des thérapies importantes et poussées. Et puis, je crois qu'Hervé Deschaux, gynécologue, vous a dit qu'il ne faut pas qu'une femme s'installe dans la douleur. Ben oui, il ne faut pas qu'elle s'installe dans la douleur, parce que si elle s'installe dans la douleur, quelles que soient les thérapies qu'on pourra faire, ça va être difficile de prendre en charge les troubles sexuels. Vous ne pouvez pas avoir de réel plaisir de sexualité entre guillemets épanouie si la douleur elle persiste, bien évidemment. Alors il y a des thérapies qui sont basées sur des choses assez simples, des thérapies corporelles, des thérapies, on parlait de massage, et puis les thérapies un petit peu plus qu'on appelle cognitivo-comportementales, c'est des thérapies qui sont plus axées sur le côté psychologique, c'est-à-dire comment arriver à gérer la douleur sur le plan psychologique pour quand même éprouver une sexualité à peu près satisfaisante. Quel est le conseil que vous donnez finalement aux femmes pour qu'elles puissent en parler avec leur partenaire, qu'il soit masculin ou féminin? Le partenaire, masculin ou féminin bien évidemment, hein, le partenaire, déjà il faut qu'il en soit conscient. Il faut qu'il soit conscient que c'est un handicap, parce que c'est un handicap invisible, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas la douleur, hein. La femme, elle a l'air tout à fait normale. Donc certains partenaires sont au courant, comprennent, acceptent, s'adaptent, et d'autres au contraire, il faut être un petit peu plus pédagogique. L'idéal, c'est qu'il soit présent à la consultation. Quand on a mal, on a des problèmes de lubrification. Donc pour certaines, ça va être de la lubrification. Pour d'autres, ça va être des douleurs dans certaines positions. Bien évidemment, naturellement, les femmes vont éviter certaines positions. Et il faudra qu'elles expliquent à leur partenaire dans cette position que c'est pas possible, c'est pas agréable, c'est pas douloureux, c'est trop douloureux. Donc je crois qu'il faut vraiment s'adapter. Donc la lubrification, des traitements locaux, des traitements contre la douleur, de la compréhension de la part du partenaire, et surtout s'adapter à chaque femme. Et vraiment avoir cet accompagnement par le consentement et l'écoute, et l'accompagnement. Oui, c'est ça, le consentement, l'écoute, et prendre en charge cette dimension de handicap qui n'est pas visible. Parce qu'on parle souvent du handicap, on imagine toujours quelqu'un en fauteuil roulant, pour caricaturer un petit peu, mais le handicap, dans beaucoup de maladies chroniques, il ne se voit pas, et notamment celui-là. Moi, je suis Pierre Assanès, je suis médecin à l'Institut du cancer de Montpellier. Je m'occupe des soins de support et des soins palliatifs. Au sein de l'Institut, et je coordonne l'ensemble des professionnels dans ce milieu particulier. Et j'ai une compétence un peu plus précise sur la nutrition et l'alimentation. Concernant la spécificité de la prise en charge de la nutrition, dans le cadre de l'endométriose, qu'est-ce qu'il y a de particulier? L'endométriose, c'est typiquement une maladie chronique complexe et difficile à prendre en charge. Et dans la pathologie chronique, en général, il faut respecter les recommandations qui sont données au niveau international et national d'ailleurs. Et ces recommandations, elles sont assez simples, mais il faut pouvoir les entendre et essayer de faire au mieux pour les appliquer. Évidemment, personne ne peut appliquer parfaitement les recommandations, et ce n'est pas l'idée non plus. La vie serait bien triste si c'était comme ça. Et donc, il faut trouver à la fois le compromis dans le plaisir du quotidien, les week-ends, quand on est ici avec le match des filles de l'élite 1, très bien, et puis le quotidien de tous les jours, dans lequel on doit trouver un équilibre raisonnable pour essayer de réduire au maximum ses douleurs abdominales, essayer d'avoir une bonne qualité de vie, essayer d'être le mieux possible. En termes d'hygiène alimentaire, qu'est-ce qui est préconisé? Est-ce qu'il y a des études? Est-ce que c'est sourcé? Comment on peut... Parce qu'on peut se fier à plein de méthodes, mais quelle est la plus, sensée
Ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle. Donc attention à tous les bonimenteurs qui vendent des recettes miraculeuses, des livres à acheter. Ne dépensez pas de l'argent. Tout ce qui est recommandé est accessible gratuitement sur Internet. Et il y a des recommandations qui existent internationales. Je peux vous donner le nom en anglais. C'est un peu compliqué, mais vous pouvez rechercher le WCRF pour le World Cancer Research Fund. Ça, c'est pour le cancer, mais ça donne des recommandations en fait, qu'on peut positionner dans toutes les maladies chroniques. Vous pouvez aussi vous rapprocher du programme national nutrition santé. Et puis, il y a un site qui est très bien, qui est gratuit, qui s'appelle le réseau NACRA. Vous pouvez accéder sur ce site et vous aurez une manne d'informations très importantes sur l'alimentation, l'équilibre alimentaire, avant la maladie, après la maladie. Bien sûr, le réseau NACRA, c'est de la cancérologie, mais ça concerne toutes les maladies chroniques avec beaucoup de recommandations simples qui ne vous coûteront rien. On peut rentrer dans le détail et le système en fait marche par un ensemble de points que l'on peut gagner. Et donc, il n'y a pas une recommandation. Les bonimenteurs vendent toujours un aliment qui fait beaucoup de bien. En fait, l'alimentation, ça ne marche pas comme ça. Une alimentation équilibrée vous apporte toutes les vitamines, tous les oligo-éléments, les anti-inflammatoires dont vous avez besoin. Tout est compris dans votre alimentation si vous respectez votre équilibre alimentaire dans le quotidien. Et au-delà de l'équilibre alimentaire, il y a une hygiène de vie de base qui est quand même importante. L'activité physique, 30 minutes par jour, c'est la recommandation. C'est pas juste bouger. C'est bien de bouger, mais c'est marcher en étant un peu essoufflé. C'est pas si simple, 30 minutes par jour. Tout le monde sait que les sucres rapides sont plutôt pro-inflammatoires. Pour faire une compote, un petit volume de compote, il faut 4 pommes. 4 pommes, c'est sans sucre ajouté, la pomme contient du sucre naturellement. Le sucre de 4 pommes, ce n'est pas le sucre d'une pomme. Mieux vaut manger la pomme fraîche. Vous aurez un apport en sucre moins important qu'avec un produit concentré. Les pâtes, c'est du sucre. Le riz, c'est aussi du sucre, de l'amidon. Et donc, prenons chaque fois du sucre qui soit avec des fibres intégrées, des pâtes semi-complètes, des pâtes complètes, du riz complet. Vous aurez un effet comme ça moins fort de l'arrivée du sucre dans votre sang, qui sera plus lissé, un intestin qui sera plus protégé. Avec les fibres, il va être protégé de l'inflammation et vous aurez ainsi une meilleure qualité de vie au quotidien. Les viandes, bien évidemment, si on veut rentrer dans le détail de tout, les viandes rouges, c'est toutes les viandes qui ne sont pas à plumes, sauf le lapin. Donc ça veut dire que toutes les viandes rouges, moins de 500 grammes par semaine, ça veut dire moins de 4 steaks par semaine à peu près. Ce qui fait... Les jeunes en mangent beaucoup aujourd'hui. Les charcuteries, le jambon cru, c'est aussi moins de 100 grammes, c'est 2 tranches par semaine, pas plus, de jambon. Donc les sandwichs avec le pain, qui est le pain qu'on achète, le pain blanc, c'est un pain avec du sucre raffiné. Donc plus le jambon, plus le beurre qui est un peu gras, c'est pas l'idéal. Mieux vaut se préparer les plats le samedi, le dimanche, on cuisine un peu et on a ses plats préparés pour la semaine. Ce qui permettrait un meilleur confort au quotidien. Au niveau digestif, moins de douleurs abdominales, vous allez être dans une meilleure qualité de vie, c'est certain. Et des quantités alimentaires à moins grosse quantité. L'industriel, c'est tout prêt, on en mange beaucoup. On arrive, on a très faim, on mange. Prenons le temps de s'asseoir, de manger tranquillement, de prendre le temps. Alors Fleur, qu'est-ce que tu penses de cette première sortie endozène, cette première rencontre avec l'association endozène? Alors, très enrichissante de pouvoir rencontrer des personnes de tout horizon, aussi bien des patients experts que des personnes qui sont adhérents, des professionnels de santé avec un regard croisé sur justement cette pathologie et ces pathologies multiples, parce qu'en général, il n'y a jamais une seule pathologie. Donc, c'est très intéressant. Ça permet justement d'orienter son axe de travail et de savoir qu'il y a un accompagnement pluridisciplinaire qui se met en place déjà depuis plusieurs années et qu'on peut aller encore plus loin dans l'accompagnement. J'ai adhéré à Endozène parce que étant moi-même patiente, étant concernée par l'adénomyose et pouvoir accompagner justement en tant que professionnelle en soins de support justement les patientes qui en auraient besoin. Donc ma pause à moi et Endozène, c'est parti pour cette année? Écoute, oui, pour moi, c'est le début d'une belle aventure.